Bonjour à tous et merci de votre présence. Simplement pour me présenter rapidement, Anne Liu, je suis courtier de réassurance en assurance de personnes chez Guy Carpenter. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Guy Carpenter, c'est une société spécialisée en intermédiation en réassurance, dans l'étude, la structuration, la négociation et le placement des programmes de réassurance. Je suis aujourd'hui accompagnée de Damien Migou. Bonjour à tous et à tous. Donc Damien Migou, je suis responsable de l'équipe souscription réassurance au sein de chez AXA Partners CLP. Alors en quelques mots sur AXA Partners, même si ce n'est pas le sujet de l'intervention. Donc en fait, AXA Partners, nous sommes ce qu'on appelle un MGA, un Managing General Agent pour le compte d'AXA France. C'est-à-dire que nous pouvons souscrire des affaires pour AXA France. Nous avons des équipes légales, de tarification, enfin on a tous les services. Et après, c'est une question de remonter en termes de taille d'affaires, puisque à partir d'une certaine taille, puisque nous souscrivons pour AXA France, à la fois AXA France Vie et à la fois AXA France IRD, et bien à ce moment-là, les affaires sont remontées, mais on est une entité avec toutes les fonctions, et donc essentiellement orientée sur l'assurance emprunteur. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que au sein d'AXA Partners, il y a AXA Partners CLP, mais il y a également la partie AXA Assistance qui, comme son nom l'indique, est sur l'assistance. Alors simplement quelques mots sur le contexte de cette présentation. Ça fait suite bien entendu à la sortie de la loi Lemoine en fin février 2022 et donc suite à cela, il y a eu toute une phase d'ébullition du marché de l'assurance emprunteur où donc les différents acteurs se sont posé la question de comment agir sur leur offre, sur leur tarification, sur leur process de souscription pour répondre à cette loi dans un laps de temps très court. Et donc nous avons voulu, côté Guy Carpenter, faire un sondage entre 9 mois et 1 an après l'entrée en vigueur de cette loi, afin de savoir ce qui a vraiment changé entre l'avant-loi Lemoine et le post-loi Lemoine. Et donc aujourd'hui, on pourra compter sur l'expertise de Damien pour aussi avoir son témoignage sur les différentes pratiques qu'on aurait observées. Alors, j'ai participé au sondage, j'étais un des intervenants, un des sondés, on va dire. Exactement. Et donc, par rapport au contexte, juste un rapide rappel de la loi Lemoine. C'est une loi qui est sortie donc, le 28 février 2022 et dont l'objectif était de favoriser l'accès à l'assurance emprunteur. Et donc, ça fait suite à toute une série de lois qui entraient dans le même cadre en fait, d'objectifs, donc la loi Lagarde en 2010. Qui ouvrait tout juste la possibilité de déléguer son assurance, suivi de la loi Hamon et Bourquin qui permettait progressivement de changer d'assurance dans l'année ou alors à la date anniversaire. Mais bien sûr, ça laissait quand même pas une marge de manœuvre suffisante aux assurés. Suivi récemment, donc en 2019, de la loi sur le droit à l'oubli AERAS, qui permettait à certaines pathologies de ne pas être déclarées, passer un certain temps après le protocole thérapeutique, la fin du protocole thérapeutique. Du coup, la loi Lemoine, elle était très attendue en début 2022 sur le volet RIA. Donc pas mal d'assureurs et de mutuelles qui ne faisaient pas d'emprunteurs s'étaient mis un petit peu sur les starting blocks pour commencer et attaquer le marché de la délégation. Mais c'était sans compter du coup le deuxième volet sur l'absence et la suppression de la sélection médicale pour les nouveaux emprunts à partir du 1er juin 2022. Donc pour les contrats en cours et les changements, c'est à partir du 1er septembre 2022. Bon, ils ont été sympas, ils ont laissé 3 mois de plus. Et donc ça concerne les prêts dont le montant à rembourser ou le capital restant dû est inférieur à 200 000 € par assuré, à condition que le crédit prenne fin avant les 60 ans de l'assuré. Ensuite, il y a eu un renforcement dans le troisième volet de la loi sur le droit à l'oubli qui abaisse le délai de 10 à 5 ans pour les cancers et l'hépatite C, toujours après la fin du protocole thérapeutique. Alors rapidement pour rebondir sur ce que tu dis Anne, sur notamment le focus sur la résiliation infra-annuelle, si on fait un petit peu un retour historique sur la mise en place de la loi Lemoine, effectivement au départ c'était ce thème-là qui avait été poussé notamment par les courtiers. Mais après, alors pour des questions, on va dire je ne vais pas dire de lobbying parce que c'est un mot un peu péjoratif, mais des pressions à la fois d'associations de malades, des pressions également de certaines banques,
Et puis également au niveau politique, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier texte qui avait été adopté par l'Assemblée nationale était sur la résiliation infra-annuelle. Ce texte-là avait été détricoté à l'époque par le Sénat, où il faisait la part belle à la fin de la sélection médicale. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une commission mixte paritaire qui a fait une synthèse et qui a pris tous les aspects. Donc finalement, la loi en tant que telle, au final, son aboutissement a été, oui, c'est vrai, une surprise pour les acteurs du marché. Avec quand même un délai de mise en œuvre assez court, entre fin février. Oui. Donc il a fallu que les assureurs, les mutuelles, les réassureurs aussi, puisque à l'époque je travaillais chez un réassureur, on a dû travailler d'arrache-pied pour être prêt pour la mise en place de cette loi Lemoine en 2022. Alors nous avons en tant qu'ordre du jour suivi un petit peu le déroulé du questionnaire tout simplement, donc en commençant par la description du panel et des répondants. Ensuite on va aborder la partie fidélisation du portefeuille et les stratégies de fidélisation, suivi d'une troisième partie sur les stratégies commerciales mises en œuvre et les impacts sur la tarification. Avant de parler un petit peu du troisième volet de la loi qui est le droit à l'oubli et dont finalement on parle assez peu à aujourd'hui. Et pour finir, on parlera des changements qui ont eu lieu dans les process de souscription et puis de la digitalisation, qui est plutôt dans l'air du temps. Alors, par rapport au panel, donc juste pour vous décrire un petit peu qui a répondu, il y a eu au total une quinzaine de réponses qui ont quasiment répondu à toutes les questions, dont 62% de compagnies d'assurance, 15% qui sont représentés par des mutuelles et 23% qui sont des banques assureurs. On est plutôt satisfait de cette répartition et de la représentativité de chaque type d'organisme assureur, sachant que là, chaque réponse comptera pour une voix et ça n'a rien à voir avec les parts de marché, puisque dans la vraie vie, bien entendu, la délégation n'occupe que 15% des parts de marché en chiffre d'affaires, c'est-à-dire que la banque assurance occupe plus de 3/4 des parts de marché. Alors, par rapport au type de contrat distribué par le panel, il va y avoir beaucoup de contrats individuels, étant donné qu'il y a beaucoup d'acteurs de la délégation, comme on l'a vu tout à l'heure avec les assureurs et les mutuelles. Il se trouve que parmi nos répondants, aucun ne propose que du collectif, c'est-à-dire que les banques assureurs qui proposent du collectif vont aussi proposer, lorsqu'ils négocient un petit peu les taux, ils vont passer sur leur offre individuelle. Et il y a également dans le panel quelques assureurs qui vont proposer des offres collectives. Par rapport au réseau de distribution utilisé, donc c'était un QCM qui permettait des réponses multiples. On arrive avec des distributions en tête par courtier, suivi des réseaux bancaires, des agents d'assurance, puis Internet et les courtiers grossistes et les réseaux salariés. Si on regarde plus précisément par type d'acteurs, on voit que c'est les mutuelles qui ne passent du panel qui ne passent que par les courtiers, donc qu'ils soient grossistes ou distributeurs, mais n'utilisent pas encore Internet. Quant aux assureurs, eux, ils vont passer par tous les biais de distribution, y compris parfois les réseaux bancaires. Et enfin, les banques assureurs, bien entendu, s'appuient en priorité sur leur réseau bancaire, mais peuvent aussi utiliser des courtiers distributeurs et s'appuient souvent aussi sur Internet. Donc si je reviens pour un petit peu aller plus loin, sur la partie banque assureur, ce qui est intéressant sur le graphique de gauche, c'est qu'on s'aperçoit que finalement aucun des banques assureurs ne propose qu'un contrat collectif. Alors ça peut être deux choses. Soit c'est un contrat individuel, on va dire contrat défensif, en cas de proposition, si un assuré vient avec un contrat alternatif qui provient d'un courtier par exemple, à ce moment-là, la banque peut dire voilà, j'ai un contrat individuel à la place de mon contrat groupe. Ou bien vous pouvez avoir des acteurs, alors ce n'est pas le cas de tous les banques assureurs, loin de là, mais certains qui ont décidé de ne pas proposer des solutions d'assurance en dehors de leur réseau bancaire. Et donc, ça peut être par des courtiers grossistes, par exemple. Au niveau des mutuelles, alors ce qui est, en fait, les mutuelles, notamment les mutuelles santé, on va dire que n'ont pas forcément
un réseau de distribution, non pas un réseau propre qui est formé à la vente de l'assurance emprunteur. Donc elles peuvent s'appuyer sur effectivement des partenaires comme les courtiers. Donc c'est pas spécialement étonnant qu'il y ait eu ces réponses. Quant aux assureurs, on va dire que c'est eux qui ont la stratégie la plus large, notamment les grands assureurs, enfin les assureurs de grande taille, on va dire. Par exemple, chez AXA, on se retrouve très bien sur le graphique de droite, puisque on est présent à la fois sur des réseaux bancaires, notamment le réseau AXA Bank, mais également avec des courtiers distributeurs, les agents du groupe AXA, les courtiers grossistes sont également présents. Donc, on va dire que les assureurs, ce sont eux, notamment les assureurs de grande taille, qui peuvent se permettre d'avoir la stratégie la plus omnicanale, on va dire, parmi les acteurs du marché de l'emprunteur. Alors, un petit tour sur le positionnement tarifaire de notre panel par tranche d'âge. Finalement, ça va décrire assez bien la cible de clientèle cherchée par ces organismes. Et on va distinguer 3 positionnements majeurs. Donc le premier, ça va être les organismes qui se jugent dans la norme de marché sur toutes les tranches d'âge, donc typiquement les banques assureurs. Ensuite, il y a les organismes qui se jugent plus concurrentiels sur les tranches d'âge entre 40 et 50 ans et également en deçà de 40 ans. Donc ceux-là vont favoriser une clientèle un petit peu plus jeune et ça va souvent être le cas des acteurs de la délégation. Et il convient de noter qu'un certain nombre d'acteurs également va proposer une offre plus concurrentielle sur les plus de 50 ans, donc ça va être vraiment à la marge. Et cela, ça va être pour les crédits plutôt haut de gamme, donc qui ne vont vraiment pas être concernés par la loi Lemoine. Si on reprend le graphique de droite, là encore, pas vraiment de surprise de voir que les assureurs et les mutuelles, en général, ciblent la population des moins de 50, voire des moins de 40 ans, car c'est là que se trouve la plus grande masse des assurés. Donc, il est logique de voir qu'elles ont ciblé ces populations. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même au moins un acteur qui a déclaré cibler les plus de 50 ans. Et là, on se retrouve sur un thème qui peut être intéressant pour les acteurs, puisque alors, ce sont plus des marchés de niche, mais par exemple, les plus de 50 ans, typiquement, les primes sont plus élevées. Il peut y avoir également des gros capitaux, notamment pour de l'investissement. Et c'est un marché, ces marchés dits de niche, alors par exemple sur l'âge, ça peut être également, pourquoi pas, une population fumeur éventuellement. Il y a moins de concurrence, donc par rapport aux moins de 40 ans, où là, on va dire que la plupart des acteurs sont présents et donc les marchés, les prix sont très tirés, alors que là, typiquement sur les plus de 50 ans, il y a moins de concurrence, donc il y a plus de chances de pouvoir avoir une rentabilité plus importante. Donc ça peut être des marchés intéressants et qui sont également poussés au niveau du courtage, puisque les courtiers aiment bien avoir des solutions pour à peu près tous les types d'assurés. Alors si on passe maintenant à la fidélisation du portefeuille, on a posé la question de savoir si la population entrant dans le cadre de la suppression de la sélection médicale était dans le cœur de cible des différents acteurs avant juin 2022. Donc sans surprise, on a 100% des mutuelles du panel qui ont répondu oui. Sans surprise également, 100% des banques assureurs du panel qui ont répondu non. Et 50% des compagnies d'assurance finalement qui ont répondu oui. Donc une position finalement assez mitigée pour les compagnies d'assurance. Peut-être juste un mot sur parce que quand j'ai vu le sondage banque assureur non, je n'ai pas forcément très bien compris pourquoi ils avaient répondu non, mais en fait il faut le comprendre au sens où ils n'ont pas de population cible, donc en fait ils ciblent tout le monde, ce qui veut dire qu'ils ont répondu non, ils ont répondu à la question, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne ciblent pas la population en fait. Oui, c'est ça. Alors maintenant, un focus sur les stratégies mises en place post-loi Lemoine sur les capitaux donc, restant dus inférieurs ou égaux à 200 000 €, c'est-à-dire la population où il n'y a pas de sélection médicale. Finalement, on se rend compte que la loi Lemoine
a plutôt incité les mutuelles à tantôt à cibler davantage cette population et tantôt à moins cibler cette population. Donc c'est plutôt du 50-50. Par rapport aux compagnies d'assurance, certains, on va dire un quart, a décidé de moins cibler cette population, probablement du coup par peur de l'antisélection. Et les 3 autres quarts ont décidé, tout comme la banque assurance à l'unanimité, de maintenir leur stratégie sur cette population. Ensuite, en termes de menaces que ça représente pour le portefeuille des répondants, on pouvait s'attendre à des notes supérieures, vu qu'on leur a demandé de classer entre 1 et 5 le fait qu'ils perçoivent ça comme une très faible ou une très grande menace. Et donc, on remarque que finalement, ça constitue une plutôt faible menace pour la majeure partie des répondants, vu que la note moyenne est d'environ 2,5. Alors si je reviens sur le graphique de gauche, en fait, pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça illustre, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot mutualisation. C'est-à-dire que les banques assureurs qui finalement ont le plus grand pouvoir de mutualisation au sein de leur contrat groupe, finalement, l'impact, je dirais, plus risqué de la fin de la sélection médicale sur cette population. Alors, des fois, j'utiliserai le terme aussi population Lemoine, mais c'est un mauvais terme parce que la loi Lemoine, il y a 3 volets et c'est pas uniquement la fin de la sélection médicale sur les moins de 200 000, moins de 60 ans pour la fin de votre prêt. Mais bon, si vous entendez à un moment, je dis la population Lemoine, c'est bien par rapport à cette cible-là. Donc du coup, finalement, comme ils ont la plus grande mutualisation, ils n'ont pas besoin de faire d'évolution par rapport à leur stratégie actuelle, ce qui fait que tous les banques assureurs ont répondu qu'il n'y avait pas eu d'évolution dans leur stratégie. Après, côté compagnie d'assurance, comme tu l'as dit, on voit déjà un premier bémol avec la plupart qui n'ont pas évolué sur leur stratégie, probablement encore une fois pour des questions de mutualisation et d'absorption de ce risque supplémentaire. Mais certains, probablement de taille plus modérée ou qui ont, comme tu l'as bien dit Anne, avec une aversion au risque plus importante et les conséquences que cela peut entraîner, ont décidé de moins cibler cette population. Après, sur les mutuelles, là, c'est l'un ou l'autre. Donc après, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les mutuelles, cette population sans sélection médicale, population Lemoine, pour moi, ça fait partie un peu de leur ADN de couvrir sans être péjoratif, mais cette masse de population à couvrir. Donc, certains ont décidé de renforcer leur position. Ils se sont dit, tiens, ça pourrait être un bon axe de développement. Aidé par la RIA. Exactement. Et à contrario, certains autres acteurs, comme je l'ai dit auparavant, qui peuvent peut-être un petit peu moins maîtriser ce risque, se disent, et ça peut être peut-être un peu en contradiction avec ce qu'on a vu à la slide précédente, mais du coup, ils se sont dit, comme je maîtrise moins, je peux moins mutualiser, donc je vais plutôt abandonner ou en tout cas diminuer mon intérêt sur cette population. Donc ça, c'est pour le graphique de gauche. Et puis le graphique de droite, c'est un petit peu le sentiment qu'on a eu sur le marché, c'est-à-dire qu'au départ, certains acteurs ont eu un peu peur des conséquences de la loi Lemoine sur cette absence, cette fin de la sélection médicale sur cette population. Mais au final, finalement, ils ont estimé que, pour l'instant, en tout cas, c'était pas tant que ça une menace, en tout cas une menace modérée à moyenne. Par rapport aux campagnes de fidélisation qui auraient pu être mises en place suite à l'entrée de la loi Lemoine, on se rend compte qu'à ce jour, en tout cas 1 an après l'entrée en vigueur, il y a eu très peu de campagnes de fidélisation. Et ce qui a été mis en place, c'est essentiellement reflété en la délivrance de bons d'achat à leurs clients afin de les fidéliser. Donc c'est un recours très faible, ce qui n'est pas forcément finalement reflété dans d'autres marchés que tu pourrais voir. Alors effectivement, autant sur la France, et système de bons d'achat, on va dire que ça n'a pas eu un énorme succès.
Ce qui n'est pas le cas sur d'autres pays, d'autres continents, notamment en Asie, où on a vu une pratique de marché où ça avait beaucoup plus percé, on va dire. En plus, bon, l'assurance emprunteur, c'est quand même un marché qui est très très normé. On va dire que aussi, on n'est pas sur de l'assurance non-vie, ou si je prends le cas de l'assurance auto, où là, on peut avoir un impact direct sur la prime d'assurance, ce qui n'est pas le cas donc, avec le système de bonus-malus, ce qui n'est pas le cas sur l'assurance emprunteur. En tout cas, pas encore le cas. Je ne sais pas si un jour ce sera possible de le faire, mais finalement, bon, voilà, c'est pas vraiment une surprise de voir que la très grande majorité n'ont pas eu recours à une campagne de fidélisation. Alors on passe maintenant à la partie stratégie commerciale et tarification. Et on se focalise aux nouvelles souscriptions, c'est-à-dire vraiment les nouveaux emprunts de capital inférieur ou égaux à 200 000 euros. Donc la population sans sélection médicale. Et on a posé la question suivante. Suite à la loi Lemoine, avez-vous créé un ou plusieurs produits dédiés aux nouvelles souscriptions, donc pour la population sans sélection médicale? Et là-dessus, on a un peu plus de 1/8 qui ont répondu oui quand même. Et la deuxième question, c'était de savoir à niveau de garantie équivalent, le niveau d'augmentation tarifaire qui a été mis en place sur ces produits, donc nouveaux ou en place, comparativement aux tarifs avec sélection médicale. Les réponses sont vraiment mitigées, vu qu'il n'y a rien entre plus 20 et plus 30 et 0 et 5%. Ça veut dire que soit les acteurs ont vraiment bien chargé leurs tarifs entre plus 20 et 30%, ou soit ils n'ont quasiment pas chargé leurs tarifs entre 0 et plus 5%. Par rapport aux banques assureurs, eux, ils n'ont pas créé de produits dédiés ni impacté fortement leurs tarifs. Et une augmentation tarifaire palpable a été mise en œuvre donc, pour 60% des assureurs du panel. Et sachant que tous ceux qui ont créé un nouveau produit, eh ben, ils ont tous indexé entre plus 20 et plus 30% leurs tarifs. Donc si je reprends le graphique de gauche, comme tu l'as dit Anne, la plupart des acteurs n'ont pas créé un produit spécifique pour cette population sans sélection médicale. Les cas qu'on peut retrouver qui représentent les cas en bleu clair sont en général des cas où on avait des courtiers, notamment des courtiers grossistes, qui pour des questions de process, des parcours de souscription, ont estimé que c'était plus simple d'orienter en amont en fonction des caractéristiques de l'assuré, c'est-à-dire son montant, son cumul d'encours, son âge, maximum à la fin de la souscription, puisqu'il faut avoir moins de 60 ans. Et en fait, ce sont donc la plupart du temps, ce sont ces courtiers, même quasiment tout le temps, des courtiers qui ont demandé à ces assureurs, à ces mutuelles, de créer un produit spécifique pour cette population, ce qui n'a pas été dans la majorité des cas. Alors après, si on passe sur le graphique de droite, on s'aperçoit que finalement, lorsqu'il y a eu un produit spécifique, le moine, donc avec le plus grand risque d'antisélection, c'est là où finalement l'impact tarifaire a dû être le plus important, puisqu'il n'y avait pas de possibilité de mutualisation avec d'autres risques meilleurs, ou en tout cas avec lesquels il pouvait y avoir de la sélection médicale. Après, vous avez, si on reste sur la barre des 20-30%, ça peut être aussi donc des produits qui n'ont donc le même produit, mais avec une adaptation sur cette population sans sélection médicale, où les assureurs, les mutuelles, ont décidé tout simplement d'augmenter, de faire une distinction tarifaire sur cette population. Et si on reprend la barre en dessous, entre 0 et 5%, donc là-dedans, on va retrouver à la fois les banques assureurs, puisque les banques assureurs, comme on l'a vu, ce sont eux qui n'ont pas eu besoin, pour des raisons de mutualisation, d'adapter leur stratégie. Donc, ils n'avaient pas besoin forcément d'augmenter leurs tarifs, ou en tout cas vraiment à la marge, même si la plupart des banques assureurs n'ont pas augmenté les tarifs. Ou bien alors, vous pouvez avoir des cas aussi sur des produits au cas par cas, où l'assureur, la mutuelle, ont étudié leur portefeuille et se sont dit,
voilà, en fonction de la part de mes assurés dans mon portefeuille, je peux les absorber sans forcément une grande augmentation de tarifs. Par exemple, nous chez AXA, c'est un petit peu c'est une démarche au cas par cas. On a effectivement en standard cette augmentation on se retrouve assez bien puisqu'on a répondu au sondage entre 20 et 30%. C'est un peu l'augmentation type de référence. Après, éventuellement, au cas par cas, en fonction du partenaire, il peut y avoir des stratégies, voilà, comme je l'ai dit, au cas par cas. Alors là, on a souhaité faire un focus sur les contrats en cours, donc qui changeraient d'assureur ou d'offre, du moins suite à la RIA, mais il n'y a eu aucune création de produits dédiés à cette population. Donc on se retrouve avec exactement les mêmes répartitions d'impact tarifaire, étant donné que finalement ça représente les mêmes produits. Donc on va passer rapidement sur cette slide. Rien à ajouter. Tu peux y aller. Alors maintenant, on va regarder un petit peu le troisième volet de cette loi qui consiste au droit à l'oubli. Finalement, le volet un petit peu oublié de cette loi. Et par rapport au délai passé de 10 à 5 ans, on a demandé aux panélistes s'ils avaient intégré une révision tarifaire sur ce volet-là, pour prendre en compte la réduction du délai du droit à l'oubli. Et là-dessus, on a quand même 15% qui ont répondu oui. Et lorsqu'ils ont pris en compte, du coup, dans leur tarif, la réduction du droit à l'oubli, ils ont appliqué une surprime tantôt entre 0 et plus 3% ou entre plus 3 et plus 5%. Donc ça ne déplace jamais les plus 5%. Et ça concerne les compagnies d'assurance essentiellement. À savoir aussi que par rapport au droit à l'oubli, la plupart des répondants qui ont répondu non nous ont dit après coup qu'il y avait quand même un manque de temps pour appréhender cette question et également un manque de recul par rapport aux données. Oui, effectivement, c'est ça le vrai sujet, c'est que ce droit à l'oubli est passé un peu, comme tu l'as dit, en troisième position derrière la RIA et la fin de la sélection médicale sur la population éligible, comme on en a beaucoup parlé. Néanmoins, alors voilà, comme tu l'as dit aussi, le délai était très court. Donc finalement, les acteurs ont priorisé les chantiers qui étaient, en tout cas avec les conséquences certainement les plus importantes, donc notamment la fin de la sélection médicale. Mais oui, c'est vrai que de passer à un droit à l'oubli de 10 à 5 ans pour les cancers, pour l'hépatite C, effectivement, il doit y avoir un impact, pas forcément le même d'ailleurs en décès par rapport à l'incapacité-invalidité. Et bon, ça demande du temps, ça demande des études assez fines, besoin de pas mal de données pour pouvoir réaliser ces études. Donc probablement, là, clairement, on va dire que les acteurs, selon moi, qui ont répondu, c'est qu'ils ont décidé de mettre une estimation, mais vraiment très très grossière, on va dire. Et ces estimations seront sans doute affinées chez certains dans les mois, dans les années futures. Mais c'est vrai que c'est certainement pas négligeable, d'autant plus que ce droit à l'oubli, on en reparlera un petit peu plus tard dans la conclusion, a vocation à être élargi au niveau des pathologies. On passe maintenant à la dernière partie, process de souscription et digitalisation. Alors, on a posé la question suivante. Quelles nouvelles pratiques avez-vous intégrées dans votre process de souscription ? Là-dessus, il est important de noter que 100% du panel a changé au moins une pratique dans son process suite à la loi Lemoine, y compris les banques assureurs, qui, sur la partie tarifaire et cible, n'avaient pas du tout bougé. Arrive en tête de position la révision du bulletin d'adhésion, avec plus de 50% de taux du panel, avait suivi donc à égalité de l'ajout d'une clause d'antériorité, suivi d'autres clauses à environ 24% et l'ajout d'exclusion pour plus de 15% du panel. Parmi les révisions du bulletin d'adhésion, on a souvent entendu les panélistes nous parler d'une déclaration d'encours et également l'ajout de questions qui peuvent être parfois un petit peu d'ordre médical, au nombre de 2 ou 3, de sorte à ce que ce ne soit pas un questionnaire médical. Parmi les clauses d'antériorité, donc on a eu surtout des refus
donc plus classique, hein, des risques, incapacité et invalidité en cours au moment de la signature du contrat. Mais on a aussi vu des demandes d'attestation sur l'honneur que ils ont bien compris que les risques déjà existés et préexistants seraient refusés, donc peut-être un peu plus pénalisant sur ce coup-là. Et parmi les ajouts d'exclusion, ça tournait souvent autour des maladies psychiatriques ou non objectivables. On voit finalement qu'il y a eu quand même beaucoup de nouvelles pratiques et qui sont plus ou moins dans l'esprit de la loi. Alors, c'est intéressant ce que tu dis sur l'esprit de la loi. On va en reparler. On est là sur clairement un vrai sujet quand on parle de clause d'antériorité, quand on parle d'ajout d'exclusion. Parce qu'il y a une tentation qui serait de dire, bon, ce que je ne peux pas filtrer à l'entrée, parce que je ne peux plus faire de sélection médicale, je vais le faire à la sortie, au moment du sinistre. Alors après, mon objectif, c'est pas de vous dire exactement comment il faut faire, parce que bon, chacun a chaque compagnie, chaque mutuelle, chaque assureur a ses juristes, a ses groupes de travail, donc vous avez certainement bien étudié le sujet. Mais en tout cas, c'est quand même un vrai point d'alerte de se poser la question qu'est-ce qui finalement, bon, je ne peux plus poser de questions médicales à l'entrée, à la sélection. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de maîtriser mon risque, mais tout en restant dans l'esprit de la loi? Alors, par exemple, typiquement, l'assurance, c'est la couverture d'un aléa. Donc, si jamais vous aviez un assuré qui est déjà sinistré, le fait qu'il soit déjà sinistré, l'aléa n'existe plus. Donc, je ne pense pas que ce type de pratique, à titre personnel, je ne pense pas que ce type de pratique soit forcément banni. Par contre, si vous commencez, ou en tout cas dans le processus, parce que l'assuré n'a pas à déclarer, mettons qu'il a une pathologie au moment de la souscription, si après vous lui dites non, je te refuse, alors que naturellement il n'avait pas à le déclarer, là ça peut poser quand même un certain sujet et on en reparlera en conclusion, mais notamment le rapport du CCSF qui doit apparaître en début d'année prochaine, donc très, très bientôt, sera très attendu à mon avis par les acteurs sur ce sujet. Il y a d'autres éléments, mais celui-là particulièrement. Puis peut-être juste un dernier point. Ce que tu as dit là sur l'ajout d'exclusion, effectivement, ça aussi, alors là, il n'y a pas forcément de problème, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, notamment quand vous avez la substitution ou la délégation, c'est quand vous êtes face à un acteur bancaire, il peut très bien vous mettre le rachat des MNO dans les critères d'équivalence. Donc du coup, finalement, ça veut dire qu'à ce moment-là, si vous ne proposez pas, il faut savoir qu'à ce moment-là, votre contrat sera pas accepté, mais ça peut faire partie de la stratégie. Effectivement, s'il y a une aversion pour cette population. Donc voilà, c'était juste un commentaire par rapport à ça. Et donc, par rapport à l'optimisation du parcours de souscription, il se trouve que la loi Lemoine a poussé ou donné l'intention aux acteurs d'optimiser leur parcours de souscription à 50%. Et parmi ces 50%, parmi les pistes d'optimisation identifiées, donc il y avait la simplification du process de souscription qui a été privilégiée par plus de 40% des répondants, suivi d'une digitalisation à 100%, qui est plutôt dans l'air du temps, et puis d'un souhait de nouveaux partenariats. Et parmi les répondants qui disposaient d'une plateforme de souscription en ligne, un peu plus de 30%, tous disposaient déjà d'une plateforme avec sélection médicale intégrée. Et bien sûr, on refait écho à la toute première slide où on disait qu'aucune mutuelle, par contre, n'utilisait encore Internet pour commercialiser. Alors, je vais rebondir sur un point, sur la simplification du process. Alors, on a beaucoup parlé de la fin de la sélection médicale. On a parlé aussi du droit à l'oubli. On a un petit peu moins parlé de la RIA. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la reprise
devient de plus en plus important dans un contexte où finalement vous avez des conditions d'octroi de prêt qui sont de plus en plus difficiles, donc ce que j'ai appelé des nouvelles affaires, c'est-à-dire des contrats sur des nouveaux prêts qui sont plus compliqués. Par contre, la reprise de contrats existants devient très intéressant, notamment pour les acteurs du marché de la délégation. Et c'est pour ça que plusieurs d'entre eux ont proposé une simplification du process, notamment pour des personnes qui ont eu une adhésion, qui ont eu un parcours d'adhésion il y a moins de X années. Donc défini par les courtiers. Et l'idée, c'est de ne pas refaire passer toute la sélection médicale, mais de s'appuyer en partie sur ce qui a été fait avant, donc d'avoir une sélection réduite en nombre de questions. Alors pour vous donner un peu un ordre d'idée, pour vous montrer l'importance de cette cible, c'est qu'il y a en discutant avec des courtiers, ils nous ont dit, vous voyez, c'est ce marché de la reprise. On cible à peu près le même nombre de nouvelles polices donc dans notre portefeuille que les nouvelles adhésions, donc du marché de la délégation. Donc, ce qui veut dire que voilà, le process, la simplification du process est un vrai enjeu de gain notamment pour les courtiers sur la RIA. Alors pour conclure, on peut dire quand même que la loi Lemoine, ça a beaucoup chamboulé le marché de l'assurance emprunteur et que ça va continuer en ce sens. Il y a eu quand même pas mal de craintes au départ sur l'effet d'aubaine que ça allait pouvoir créer. Un an après avoir donc discuté avec les différents répondants, il s'avère que les effets se sont peu vus, en tout cas dans leur compte de résultats. Après, est-ce que c'est aussi dû au contexte spécial de hausse des taux et l'impact du taux d'usure qui a justement beaucoup freiné ces produits d'assurance, peut-être. Donc on le verra peut-être dans le temps également. C'est vrai que après l'assurance emprunteur, c'est des questions qu'on s'était posées. C'est une assurance qui est obligatoire. On n'est pas sur... Il y a d'autres types de risques, notamment prévoyants, je pense au risque TNS qui peut être beaucoup plus antisélectif. Là, on est sur une assurance obligatoire. Alors, il y avait une crainte, c'est vrai à l'origine aussi, de ces investissements un peu opportunistes, de bénéficier de la fin de la sélection médicale. Après, c'est quand même beaucoup plus lourd qu'une simple souscription sur Internet. Il faut avoir un vrai projet. Donc, finalement, on l'a, comme tu l'as dit, on l'a assez peu vu. On l'a assez peu vu sur le marché, même s'il y a eu des cas où clairement il y a eu des sinistres. Vous avez des biais, notamment via la quotité, où vous pouvez décider d'être juste en dessous, juste au-dessus des 200 000 euros. Il y a un autre point sur lequel je voudrais rapidement revenir, c'est l'aspect tarif. Parce que initialement, le but ce qui était porté par la députée Lemoine, c'était l'amélioration du pouvoir d'achat et donc la baisse des tarifs d'assurance. Or, ce qu'on peut voir, c'est que, au contraire, ça a été une stabilisation, voire, notamment sur les contrats alternatifs, une augmentation et même assez sensible de ces tarifs. Donc, finalement, par rapport à ce qui était visé initialement, on peut dire que malheureusement, là, l'objectif n'a pas été forcément atteint. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il va y avoir un rapport très attendu du CCSF qui sera prêt en janvier ou en février et qui devrait être publié, notamment sur les pratiques qui sont réalisées par les assureurs. Alors, je ne sais pas comment ils traiteront exactement du sujet des tarifs, puisque l'objectif est quand même pas atteint par rapport à ce qui était visé initialement, mais même sur donc toutes les pratiques d'exclusion, de déclaration d'antériorité, ce sera intéressant de voir quelle est leur opinion. Surtout que on est quand même dans un contexte où on va aller de plus en plus probablement vers, vous voyez, le seuil des 200 000 euros. Il sera certainement augmenté dans le temps. On parle de 400 000 euros. C'est des bruits qui courent. Donc, c'est un petit peu le sens de l'histoire. Pareil pour le droit à l'oubli. Aujourd'hui, on a les cancers, l'hépatite C, mais probablement qu'on aura d'autres pathologies aussi qui seront incluses
incluses à l'avenir. Donc du coup, pour nous, pour tous les actuaires, je pense que cette loi Lemoine, on n'a pas fini de on n'a pas fini de travailler dessus. Et voilà, donc c'est un sujet qui est vraiment intéressant et qui mobilise beaucoup d'énergie chez vos compagnies. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, tout d'abord, merci pour votre exposé, hein, très intéressant. Et bon, comme vous l'avez dit, le Lemoine, on en est qu'au début. Donc, mais je voulais avoir votre point de vue sur justement, alors bon, non pas de faire des prédictions, mais comment vous voyez le risque Lemoine. Est-ce que pour vous, c'est un risque véritable pour l'assureur? Est-ce que c'est potentiellement un vecteur de sursinistralité ou pas forcément? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une mutualisation du risque, notamment par le biais d'effets probablement des capitaux qui vont être supérieurs à 200 000, et puis d'autres maladies qui vont se greffer, sans jeu de mots, aux maladies chroniques? Est-ce que vous pensez qu'on ira au contraire vers une mutualisation du risque et donc, par la force des choses, une augmentation, on va dire, de la prime moyenne et non plus concentrée comme elle l'est aujourd'hui pour les assurés qui sont en risque aggravé? Effectivement, alors c'est assez difficile de prévoir la tendance future. Bon, comme je l'ai dit, je pense pas que l'assurance emprunteur, enfin c'est une assurance qui est obligatoire, donc on va pas avoir du jour au lendemain une très grosse augmentation, donc je pense que ça va se faire progressivement, mais c'est vrai qu'il y a un impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les assureurs et les réassureurs qui ont travaillé sur des premières estimations sur cette cible-là, parce que c'est quand même, ça représente un pourcentage assez large, hein, de la population assurée, hein, en emprunteur, surtout si demain en plus on passe à 400 000 euros. Donc finalement, oui, on risque quand même d'avoir une augmentation globale des tarifs, ça c'est une certitude. Après, ça dépend, ça va dépendre un peu de chaque acteur, c'est-à-dire que comme on l'a dit tout à l'heure aussi, les banques ont quand même un pouvoir d'absorption qui va être plus important, donc vont pouvoir encaisser. Et finalement, dans cette loi, dans cette loi Lemoine, qui était très poussée à l'origine par les courtiers pour permettre le changement d'assurance et donc de pouvoir assurer une plus grande fluidification fluidité des contrats. Finalement, l'ajout de cette partie de fin de sélection finalement leur a permis de revenir vraiment au centre du jeu, ou en tout cas de ne pas être aussi perdante que si jamais il n'y avait pas eu cette partie-là. Et clairement, elles ont, les assureurs, les banques assureurs, oui, sont certainement les mieux armés par rapport à ceux, les banques assureurs ou les gros acteurs qui ont le pouvoir de mutualisation le plus important. Après, oui, je pense qu'il y aura une augmentation certainement des tarifs. Mais après, il faudra voir aussi la mise en place s'il y a des augmentations de seuil. Si on passe à 400 000 euros, là, ça va quand même faire une très très grande partie. Alors, il y a toujours cette limitation. Enfin, pour l'instant, il y a la limitation à 60 ans, donc c'est pas tous les assurés non plus. Mais oui, clairement, je disais aussi, c'est un petit peu le sens de l'histoire. On revient, c'est ça qui est assez je vais pas dire marrant, mais moi, quand j'ai commencé ma carrière, c'était le contraire, c'est-à-dire qu'on allait vers une hyper-segmentation, un peu à l'américaine, des preferred, super preferred, on allait vraiment vers des tarifs de moins en moins chers. Et là, avec l'évolution aussi sociétale, politique, tout ça s'est embarqué, et finalement l'assurance est également au centre de toutes ces considérations. Et donc, on verra bien comment ça se passera. Et on favorisera un peu moins bien les bons risques, du coup.
Non, bah, très bien, je vous remercie. Merci. Ça vous dérange de passer le micro derrière, s'il vous plaît? Merci également. Juste une question, est-ce que vous avez vu des modifications des rémunérations des distributeurs? Est-ce qu'il y a eu un partage du sort, du risque, en disant finalement l'assureur peut prendre une part du risque, mais le distributeur aussi? Moi, je ne l'ai pas vu en tout cas. On n'a pas abordé ça dans la questionnaire, mais ce serait intéressant à le poser pour le prochain. Merci. En tout cas, merci beaucoup de votre attention.